comme beaucoup d'étudiants, j'étais surtout intéressé par les animaux. Et pendant des années, j'ai fait du travail même assez pointu sur les animaux fossiles, etc. Et puis un jour, j'habitais le quartier latin à Paris. Il y avait sur ma fenêtre un pot, une espèce de pot de terre. J'avais jamais, c'est pas moi qui l'avais mis, je sais même pas comment c'est venu là. Et puis un matin, j'ai vu une plante qui sortait. Et je m'en suis pas occupé. Elle a grandi, elle a fleuri, elle a donné des graines. Elle s'est ressemée. Il y en avait une douzaine. Et ça m'a paru, c'est une chose qui m'a profondément marqué. Je suis devenu botaniste à ce moment-là. Je me suis dit, les animaux, c'est charmant, on peut s'identifier avec eux, mais tout de même, il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut nettoyer leur cage. Tandis que cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça. C'est que ça arrive à tout faire sans que personne ne s'en occupe. C'est l'autonomie absolue. Moi, j'ai une définition un peu bête. C'est celle que j'ai donnée dans le film Arbre. Tu rentres dedans en bagnole. Si la bagnole est cassée, c'est que c'est un arbre. C'est moins bête que ça n'en a l'air parce que ça fait référence à des questions de dimension, de mécanique, de dureté du matériau. Et donc, il me semble qu'il y a là l'essentiel de la définition. Alors, on peut évidemment donner à cette définition une allure plus formelle, mais ça ne changera rien. Je crois que c'est plus parlant comme ça. Quant à définir la forêt, ça c'est autre chose. Ça c'est réellement autre chose. Et là encore, quand on dit forêt, on a tous une image mentale qui se met en place. Mais je suis persuadé que si tu parles de forêt à quelqu'un qui habite au-delà du cercle polaire ou à un habitant des régions équatoriales, ils n'auront évidemment pas dans la tête la même forêt. Ils auront peut-être à peu près le même arbre, mais sûrement pas la même forêt. Définir la forêt, ça, bon, on peut s'attaquer à la question. Ce que je peux dire à ce point, c'est que les définitions que j'ai vues dans les ouvrages, qu'il s'agisse des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques, elles sont toutes exécrables. J'ai pas vu de bonne définition de la forêt. Je ne suis pas capable pour autant d'en faire une meilleure, mais c'est réellement ce genre de réalité impossible à définir. C'est pour le moment trop compliqué. Oui, sa complexité rend une définition simple impossible. Exact, oui. Oui. C'est un peu comme si on te demandait de définir l'être humain. Tu pourrais pas le faire de façon simple, voilà. Il faudrait forcément rentrer dans des développements compliqués. Alors on se dit, mais ça, c'est pas une définition. À toutes les époques, les gens ont été frappés par la ressemblance entre l'arbre et l'être humain. On dit par exemple étêter un arbre, n'est-ce pas? Lui couper la tête, c'est rigolo, il n'y a pas de tête dans un arbre. Mais comme c'est le haut, eh bien, on assimile ça à la tête humaine. On parle de cœur, on parle de tronc, tout ça, c'est des termes qui viennent de la morphologie humaine. Il y a une assimilation très profonde et très ancienne, et encore une fois, pluriculturelle, entre l'arbre et l'homme. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des similitudes, et de fait il suffit de feuilleter un peu la littérature et on voit que on a toujours fait parler les arbres, on les trouve menaçants, on compare leurs branches à des bras et leurs racines à des griffes, et alors selon l'état d'esprit où on est, on les voit agréables ou terrifiants, mais c'est tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. L'arbre il s'en fiche, il n'a pas demandé à être comparé à un homme, et personnellement j'ai horreur de cet anthropomorphisme. Et je pense qu'on comprend mieux l'arbre dès l'instant qu'on laisse tomber, mais c'est un effort, hein, dès l'instant qu'on laisse tomber toute cette sorte de comparaison. Parce qu'à ce moment-là, les différences apparaissent mieux. Alors, les différences m'intéressent, bien sûr. La plus évidente, c'est que l'arbre est fixé, tandis que l'homme est mobile. Ça a l'air de rien, mais ça impose... Ça n'est que la première différence d'une très longue liste. Si l'homme est mobile, il peut se déplacer à la recherche de sa nourriture ou de ses partenaires sexuels. Si l'arbre est immobile, il va falloir qu'il fasse appel à une toute autre nourriture. Il va falloir que ça soit sa nourriture qui vienne à lui.
Quant aux partenaires sexuels, ça nous place dans une situation dont nous n'avons absolument pas l'habitude. Comment faire de la sexualité efficace quand les deux partenaires sont fixés à, bon, disons, 300 mètres de distance? Et c'est une problématique totalement différente. Je crois que l'arbre et l'homme, à part la verticalité, ça s'arrête à peu près là, les ressemblances. Les différences sont très largement plus importantes. Oui, il y a des grandes différences qui sont aussi nommées dans le film, dans l'espace et le temps, je crois. Il y a une autre échelle. Ah ben sur ces bases-là, tout est différent, bien sûr. Donc je reviens à la question de l'alimentation. L'arbre, ne pouvant aller à la rencontre de sa nourriture, il faut que ça soit sa nourriture qui vienne à lui. Sinon, il meurt de faim. La nourriture en question, c'est le gaz carbonique atmosphérique et la lumière solaire. Donc c'est trivial, il y a ça partout. C'est vrai qu'il n'y a plus besoin de se déplacer, puisqu'il y a ça partout. Seulement, les physiciens nous apprennent que le flux énergétique de l'énergie solaire est assez bas par rapport à notre nourriture, à nous, animale. Et donc, il va falloir que l'arbre développe des capteurs énormes. La ressource étant faible, il faut que le capteur soit gigantesque. Je voudrais rappeler qu'un arbre moyen, pas un grand arbre des forêts équatoriales, mais un petit arbre des rues de nos villes, c'est facilement 150 à 200 hectares de surface. Si on cumule les feuilles, les branches, le tronc, les racines, les grosses racines, les petites racines et les très fines racines et les poils absorbants, 200 hectares, ce chiffre n'a pas été critiqué et il n'est sûrement pas exagéré. Voilà une belle différence avec l'être humain. Parce que l'être humain, c'est quoi sa surface? C'est 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est pas plus que ça. Parce que si on veut être mobile, il faut une petite surface. Tandis que si on se résout à être fixé, une très grande surface n'a plus aucune espèce d'inconvénient. Voilà la différence de forme et de surface qu'impose la différence alimentaire. Partant de là, toute l'utilisation de l'espace et du temps devient profondément différente de la nôtre. En tant qu'être mobile, l'être humain, mais vous pourrez le dire de n'importe quel animal, il domine relativement bien l'espace. On peut se déplacer. Bon, pas de problème, c'est notre vocation, on est fait pour ça. Mais en contrepartie, le temps, nous le gérons très mal. Le temps, l'écoulement du temps pour l'être humain, c'est toujours un formidable sujet d'étonnement. Yves Coppens, je me rappelle ce qu'il disait hier soir, le résultat de l'évolution, ça nous paraît miraculeux de voir 2 espèces dériver l'une de l'autre et tout d'un coup elles sont différentes. Ce qui se passe, c'est que nous n'arrivons pas à intégrer le facteur temps. Donc nous sommes bons dans le maniement de l'espace et mauvais dans la gestion du temps. Je dirais que l'arbre, c'est exactement la même chose. Son immobilité le rend, c'est vrai, assez inefficace en matière d'exploration de l'espace. Encore qu'il peut explorer son espace en grandissant, mais ça va pas très loin. Par contre, la gestion du temps, alors ça, c'est vraiment son affaire. Les arbres sont les plantes en général, les arbres peut-être plus particulièrement, sont des véritables champions de la gestion, de la compréhension, de l'utilisation du temps. Un point qui, à la limite, nous mettrait presque dans l'embarras. Individu veut dire indivisible. Ça s'applique à un poisson rouge ou à un chat ou à un être humain. Je veux dire par là que si je prends un être humain et que je le coupe en 2 parties égales, l'histoire est terminée pour lui. Si je fais ça avec un arbre, ça me fait 2 arbres. Et si tu me donnes un sécateur et un peu de temps, je peux faire des milliers d'arbres à partir d'un arbre. On voit bien que ce n'est pas indivisible. C'est donc pas un individu. Ça, c'est une première partie de la réponse. Il y a une autre partie qui est l'homogénéité génétique qu'on associe habituellement à l'idée d'individu. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs génomes dans le même arbre. Donc c'est une raison supplémentaire de ne pas les considérer comme des individus. Bien que ça soit, je suis d'accord, bien que ça soit très habituel. Les gens assimilent volontiers l'arbre à un être humain. À ce moment-là, on parle d'individu. Mais alors, quelle est sa partie vitale ?
Il n'y a pas de partie vitale, c'est ça qui est très étonnant. Ce sont des êtres vivants monstrueusement grands, de très loin les plus grands, les plus lourds, les plus énormes de tous les êtres vivants qui aient jamais existé. Et cependant, les tuer n'est pas facile, parce que un animal, si grand soit-il, si je connais à peu près son anatomie, je peux percer à un endroit précis, il meurt. Il y a plusieurs organes vitaux. L'arbre, il n'a pas d'organe vital. Je peux en retirer la moitié, l'autre moitié continue à vivre. C'est intéressant, cette notion d'absence d'organe vital. On se demandait tout à l'heure si l'arbre était un individu. La réponse, je crois que je l'ai dit, non, ça n'est pas un individu. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des acquis de ces 30 dernières années que nous savons maintenant que l'arbre est une colonie. Colonie d'individus, mais même à ce niveau-là, je crois qu'il vaut mieux des guillemets encore. Alors, le passage de l'individu à la colonie, les zoologistes le savent bien, par exemple ceux qui étudient le corail, ce passage correspond à une acquisition de l'immortalité. L'individu est mortel, tous les individus sont mortels. Par contre, si on passe à l'état coloniaire, la colonie n'est pas forcément mortelle. La colonie corallienne, on sait bien qu'elle est immortelle, elle est virtuellement immortelle. Un récif de corail, c'est capable de devenir tellement gros que sous son poids, ça fait enfoncer l'île qui la porte. Mais il n'empêche que le corail continue à pousser par en haut, de manière à se maintenir dans la zone bien éclairée de la mer. Et donc, c'est des organismes vivants qui sont capables de passer des époques géologiques entières, tout en restant vivantes. Eh bien, pour l'arbre, c'est la même chose. La colonie arbre, il faut la considérer comme virtuellement immortelle. Attention, ça ne veut pas dire que les arbres ne meurent pas, bien sûr, tout le monde sait bien qu'ils meurent. Ce qui est très important, c'est ce que signifie ce terme virtuellement. Quand l'arbre meurt, c'est à la suite d'une attaque extérieure. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un coup de vent qui le fait tomber, ça peut être la foudre qui tombe dessus, ça peut être un bûcheron qui le coupe, ça peut être un pathogène qui le fait crever. Mais c'est toujours une cause extérieure. Il n'y a pas de sénescence dans l'arbre. C'est ça que veut dire virtuellement immortel. Là aussi, ce serait différent de nous, parce que nous, on pourrait se placer dans les meilleures conditions imaginables. Il n'empêche que notre vie, elle est très brièvement limitée. Parce que nous vivons selon un programme de sénescence. Et tous les animaux libres, en général, encore une fois, tous les individus vivent selon un espèce de programme de sénescence. Mais pourquoi parle-t-on de durée de vie d'un arbre, alors? Moyenne? Parce que la sensibilité aux pathogènes, par exemple, évolue pendant la durée de vie de l'arbre. Et c'est vrai que des arbres réputés pour être à vie courte, comme les parasoliers d'Amazonie, les cécropias d'Amazonie, les parasoliers d'Afrique ou chez nous les bouleaux, par exemple, c'est pas des arbres qui vivent très longtemps. Ils meurent tout de même pour des causes externes, comme je l'ai dit, mais la sensibilité aux causes externes augmente. De sorte que statistiquement, il y a tout de même une durée de vie moyenne. Bon, c'est clair qu'un bouleau, ça vit moins qu'un frêne, et un frêne moins qu'un chêne, et un chêne moins qu'un pin de Californie, voilà. Et tous les arbres sont coloniaires ou il existe des espèces coloniaires et d'autres? Non, ils ne sont pas tous coloniaires, c'est ça qui est intéressant. Apparemment, dans l'évolution des arbres, d'après ce qu'on en sait à l'examen des arbres fossiles, les premiers n'étaient pas coloniaires. C'était des structures unitaires. Et encore dans la nature actuelle, un palmier, par exemple, ou un araucaria, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec ces arbres magnifiques. Bon, ça, c'est pas coloniaire, c'est totalement unitaire. Et on peut le considérer comme des solutions archaïques. La coloniarité a été acquise après des plantes modernes comme celle-là. Voilà, il faut un mot d'explication. L'arbre était vertical. Il s'est retrouvé incliné, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être simplement la gravité. Sa réaction a été de produire un autre petit arbre. Un palmier n'est pas capable de faire ça. Si un palmier est incliné, il reste incliné, c'est tout. Celui-là est déjà coloniaire. Il a donc émis un petit arbre qui a récupéré la position verticale et qui, à terme, va faire disparaître la partie inclinée. Donc tout ça est voué à disparaître.
Ce qui est intéressant sur cet objet que j'ai ramené d'Australie, c'est que on voit très bien qu'il s'agit d'un petit arbre qui pousse sur un grand, puisque les racines sont parfaitement évidentes. Donc voilà, c'est l'acquisition de la coloniarité. Bon, alors comment est-ce qu'il fait l'amour, entre guillemets? Eh bien, il est fixe, je me répète. Et les deux partenaires sont fixes. Ils peuvent, à la limite, même pas se voir. Il leur faut donc un entremetteur, un vecteur. Alors, il y en a un qui leur vient, encore une fois, je suis moi-même très anthropomorphique, il y en a un qui leur vient à l'idée immédiatement, c'est le vent. De fait, il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres notamment, qui utilisent le vent pour amener les cellules sexuelles de l'un jusqu'à l'autre. L'ennui, c'est que le vent n'est pas sélectif. La plupart de ces cellules sexuelles, elles vont tomber sur des parkings ou dans la rivière et c'est perdu. La seule manière de contrer ça, c'est de produire un nombre astronomique de ces cellules sexuelles. De sorte que statistiquement, il y en a tout de même quelques-unes qui vont aller jusqu'au partenaire. Il y a un vecteur qui est beaucoup plus astucieux. C'est de faire appel à l'animal. Parce que lui, il est mobile. Alors, donc cet animal, il faut l'attirer pour qu'il se charge des cellules sexuelles. Comment fait-on pour attirer un animal? Ben, il y a une solution très simple, c'est de l'appâter par un aliment, ou l'espoir d'une récompense alimentaire. Ça, avec les animaux, ça marche à tous les coups. Je dis, mais l'être humain aussi, hein, je ne distingue pas l'être humain des autres animaux. Moi, quand je vois mes étudiants qui montent dans un arbre pour cueillir des abricots, ben, ça me fait marrer, je leur dis... Allez-y, c'est bien, mais vous faites exactement ce que l'arbre attend que vous fassiez de vous. Ça les refroidit un petit peu, ça. Bon, bref, l'arbre sait comment attirer l'animal. Il attire cet animal par des formes séduisantes, c'est les fleurs, par des couleurs qui sont belles. Là, ça reste encore assez intellectuel, c'est beau, c'est attirant. Mais finalement, la motivation, elle est alimentaire. L'animal, il sait très rapidement, parce qu'il est capable d'entraînement et d'apprentissage, il sait très vite que s'il vient vers cette fleur-là, qui a cette forme, et s'il cède à ce parfum qui lui plaît, eh bien, il aura une récompense alimentaire. Il n'a pas besoin de très longtemps, il sait que ça va marcher. Et il a effectivement une récompense alimentaire, c'est le nectar des fleurs, et c'est un aliment superbe, il faut dire, sucré, avec un goût extraordinaire. Nous-mêmes, nous pouvons l'éprouver avec le miel, d'une certaine manière. Donc l'animal vient. Il transporte les cellules sexuelles de l'arbre. Mais je peux garantir, je peux affirmer qu'il n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Ce transport des cellules sexuelles, ça vient en plus. Quoi qu'il en soit, il sort de cette fleur, mais il a toujours faim. Les animaux sont comme ça, ils ont toujours faim. Donc il continue, d'abord sur le même arbre, puis il se lasse, il va sur un autre arbre, et c'est là qu'il amène les cellules sexuelles, au bon endroit. Alors ce qui se passe après, c'est que, une fois que la fécondation est réalisée, il importe que l'animal s'en aille, parce qu'il y a un moment où le fruit, les graines d'abord, le fruit ensuite se forme doucement, mais interviendrait-il à ce moment-là que ça serait la catastrophe? Il va détruire quelque chose qui n'est pas mûr et qui n'est pas fait pour être dispersé. Donc on n'a plus besoin de lui provisoirement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien la plante fait des fruits verts, ils sont effectivement verts, de sorte qu'on ne les voit plus. Un fruit vert, ça dit bien ce que ça veut dire. Ils sont parfois couverts d'épines, ils sont parfois extrêmement astringents, le goût n'est vraiment pas attirant. Bon, donc les animaux se désintéressent de la situation. Seulement, c'est pas fini. Il va y avoir un moment où le fruit étant mûr, on va à nouveau avoir besoin de l'animal pour disperser les graines. Parce que si on ne les disperse pas, qu'est-ce qui va se passer? Le fruit, il va tomber avec la gravité, il va s'écraser au pied de l'arbre, et les graines vont germer au dernier endroit où il faut qu'elles germent, c'est-à-dire au pied de l'arbre mère. Ça, sur le plan de la géographie de la vie, ça n'a aucun intérêt. Il faut donc les disperser. Là aussi, on peut faire appel au vent, mais ça ne marche pas non plus très bien. On fait plutôt appel aux animaux, à nouveau. Donc il faut, après l'avoir chassé, cet animal, il faut à nouveau l'appâter, le faire venir. Là, la technique est belle, c'est des fruits dont la forme est sympathique.
dont la couleur est alléchante. Quand on les ouvre, le parfum est délicieux. Et donc l'animal, il vient à nouveau. C'est pas le même animal que pour transporter les gamètes, les cellules sexuelles, mais c'est un autre animal. Il vient, il mange, puisqu'il a toujours faim. Il avale les graines descendent dans son tractus digestif et il les disperse dans la nature, mais très loin, puisqu'il est mobile. Et, je ne voudrais pas être discourtois, mais pour moi l'animal, il est manipulé dans cette histoire. Il est manipulé. Parce qu'à chaque fois, sa motivation est alimentaire, et à chaque fois, on lui fait faire par derrière des choses dont il n'a même pas conscience. On fait fonctionner son insu. Et ça me fait irrésistiblement penser à une vicomtesse britannique. Je ne sais pas pourquoi je l'imagine britannique, un peu sélecte comme ça. Elle ne peut pas bouger, elle est infirme, elle est dans son fauteuil, un peu comme moi maintenant, et elle fait venir son laquais. Alors, apporte-moi du thé et des scones. Alors, le type vient. Bon, retire-toi, j'ai plus besoin de toi pour l'instant. Bon, puis après un moment, il faut qu'il revienne parce qu'il faut desservir et chasser les miettes. Alors, reviens. Alors, le type revient. Et puis, bon, là, j'ai l'impression que les animaux là-dedans, bien qu'ils aient un cerveau et que la plante n'en ait pas, ils sont un peu les laquais. Ils sont un peu manipulés par la plante. Et le fond de l'affaire, je crois que c'est un conflit entre la gestion du temps et la gestion de l'espace. L'animal, il gère l'espace, je l'ai dit, mais il ne sait pas gérer le temps. La plante, elle ne sait pas gérer l'espace puisqu'elle est immobile, mais elle a une gestion du temps, une espèce de jouissance du temps qui est finalement victorieuse par rapport à ceux qui gèrent l'espace. Et je suis désolé, mais j'ai l'impression que l'animal, et même l'être humain, je parlais de mes étudiants tout à l'heure, ils sont manipulés dans l'affaire. Donc, sans cerveau, nous sommes dominés par un autre être vivant qui n'a pas de cerveau, mais qui nous roule dans la farine. Le concept est né en Australie dans les années 60. Et on peut déplorer ce terme de timidité parce qu'il est profondément anthropomorphique. Bon, ce n'est que très très superficiellement de la timidité. Je rappelle que les arbres poussent comme ça, les couronnes d'arbres poussent comme ça, et puis arrivé à 30 cm, ça ne peut plus pousser. Ça peut pousser vers le haut, mais ça ne peut plus pousser vers l'autre. C'est ce qu'on appelle la timidité. Donc vu du sol, on voit une fente de timidité qui fait le tour de la couronne de l'arbre, même si elle est très compliquée, il y a une espèce de fente, c'est très beau d'ailleurs. Alors il y a peu d'arbres timides, ils sont minoritaires, on sait très bien dans quelle famille on les trouve, les diptérocarpacées, les fagacées, quelques pins. Bon, voilà le problème. Alors, les Australiens, en découvrant cette crown shyness, ils avaient dit, c'est pas compliqué, quand il y a du vent, les mouvements de balancement des arbres sont pas les mêmes, donc il y a un frottement, il y a une abrasion. Ils ont mis ça sur le dos de l'abrasion. Mais nous, avec les travaux qu'on a fait sur les canopées, on se pose sur la fente de timidité et on peut très facilement voir que c'est pas de l'abrasion puisqu'il n'y a rien d'abîmé. Les branches cessent de pousser. C'est pas qu'elles sont cassées ou abîmées d'une manière quelconque, elles cessent tout simplement de pousser. C'est ça la timidité. Le problème en est là, c'est un exemple typique de ce qu'il va falloir démêler dans les années qui viennent. On pense, mais ça n'est qu'une supposition, on pense à un échange gazeux entre les deux arbres, à une concentration qui est elle-même responsable de la largeur de la fente de timidité. On a essayé de mettre des capteurs de gaz, mais ça, comme ça se passe à 40 mètres de haut, c'est pas très facile. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Alors, il faut savoir aussi que à cette timidité aérienne correspond une éventuelle timidité racinaire. Il y a des arbres qui ne veulent pas mélanger leurs racines. Mais où ça devient drôle, c'est que l'observation de la partie aérienne ne permet absolument pas de dire si les racines vont être timides ou pas. Il y a des arbres qui sont très timides en haut et pas du tout timides en bas. Et puis il y a des arbres qui sont, au contraire, ça a été montré par des Canadiens, ils sont très timides en bas, les racines ne s'approchent pas les unes des autres, mais par contre en haut c'est très libéral. Donc il y a toutes les situations possibles. C'est certainement la partie la moins connue et la plus mystérieuse des arbres.
On a acquis beaucoup de choses sur la partie visible, aérienne. Depuis, bon, on a toujours beaucoup étudié les parties aériennes. Les racines des arbres, c'est quelque chose de totalement mystérieux. En première analyse, c'est le même génome en haut et en bas. Donc ça devrait donner la même chose. Mais il n'y a pas de feuilles sur les racines, il n'y a pas de chlorophylle. C'est donc totalement incapable d'autonomie. Il n'y a pas de sexualité dans les racines. Jamais, il n'y a pas la moindre trace de sexualité dans aucune racine. Et puis il y a cette étonnante tendance qu'elles ont à descendre. Jusqu'où, on ne sait pas. Elles ont toujours tendance à descendre. Donc le même génome, qui est le génome de l'arbre, même s'il y a des variants, mais ça c'est une autre affaire, le même génome donne deux solutions, je dirais, diamétralement opposées. Les racines, c'est vraiment de très loin ce qu'on connaît le moins. C'est grave parce qu'en fait, un arbre, c'est surtout souterrain. La partie qu'on voit, c'est une espèce de partie émergée de l'iceberg, c'est une espèce d'efflorescence que certains qualifient de bactérienne, puisque les chloroplastes seraient des bactéries. C'est pas idiot du tout. C'est une espèce d'efflorescence bactérienne installée sur une formidable base souterraine, racinaire, de laquelle nous ne savons finalement pas grand-chose. Un arbre ne se nourrit pas par ses racines. Il se nourrit en eau par ses racines. Mais encore pas totalement. Une partie de son alimentation en eau peut aussi provenir de ses aisselles foliaires. L'essentiel de l'alimentation en eau vient des racines. Et bien entendu, ce qui se dissout dans l'eau, c'est-à-dire pas mal de minéraux, pas mal aussi de petites molécules organiques dont on sait maintenant qu'elles rentrent dans le système racinaire. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans l'énorme masse que constitue un arbre, le poids, l'essentiel du poids, l'essentiel de la masse vient de l'air, pas du tout du sol. On peut faire l'expérience très simple de planter un arbre dans un pot. Eh bien, il va devenir très grand, éventuellement très lourd, et la masse de terre reste la même. C'est une masse, c'est ça qui m'avait fasciné au début. La masse de cet organisme, elle provient de l'air. Est-ce pas étonnant? Et alors, les problèmes de croissance, quand on y réfléchit, encore quelque chose d'incompréhensible, même pour le spécialiste. Le tronc d'un arbre, c'est tout de même quelque chose de très dur, c'est du matériau dur, on est tous d'accord. Ça grossit, et nous savons que ça grossit par injection de matériaux durs dans du matériau dur. C'est presque surréaliste. Si on ajoute que tout ce matériau dur vient de l'air, on se dit qu'on est dans une planète très différente de celle des animaux. De sorte, ça m'est souvent arrivé de dire que la différence entre l'animal et la plante, c'est à peu près la même différence qu'on risque de trouver quand on aura accès aux lointains astres éventuellement habités. On va trouver des trucs comme ça qui vont, non, c'est plus que nous surprendre, ça sera une problématique complètement différente, quelque chose d'inimaginable, voilà. Je pense qu'avec les animaux, on ne peut pas imaginer les plantes. C'est trop différent. Alors, il ne faut pas croire que les recherches sur l'arbre, ça soit récent, hein. J'ai trouvé dans Leonardo da Vinci un traité de l'arbre, un traité du dessin de l'arbre, qui est tout à fait étonnant. À l'époque de la Renaissance, on savait déjà beaucoup de choses. Et les recherches sur l'arbre n'ont jamais cessé. Donc c'est une espèce de constante, de curiosité de l'être humain vis-à-vis de l'arbre. Cependant, ça je peux l'attester, depuis les années 70, 70, pardon, l'arbre, on a plus appris dessus que dans les siècles précédents. On a appris par exemple qu'il fallait abandonner l'idée d'individu et adopter l'idée d'une colonie. On a accédé à cette question de l'immortalité potentielle ou virtuelle liée à la coloniarité. On a appris, par exemple, qu'il y avait une marée dans les arbres, ça c'est tout récent, ça date de 4-5 ans. J'en dis un mot, je voudrais juste rappeler qu'il y a beaucoup d'eau dans un arbre, de l'eau qui vient du sol, encore une fois, et que cette masse d'eau est suffisante pour que la marée s'exerce, mais surtout qu'elle soit mesurable. La marée, bien entendu, elle s'exerce même dans un verre d'eau, c'est évident. Seulement,
les variations sont tellement faibles qu'on ne peut pas les capter. Les capteurs ne sont pas assez sensibles. Il se trouve que l'arbre, c'est un volume d'eau suffisant pour que nos capteurs actuels soient suffisamment sensibles pour capter la marée. Alors, ça se traduit par un rétrécissement du tronc et une augmentation du tronc de quelques microns. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se fait exactement en phase avec les marées sur le littoral. Le Bureau des longitudes est capable de nous faire un annuaire des marées, même très loin de la mer. Eh bien, on va retrouver les marées hautes, les marées basses, les marées hautes, les marées basses. Et plus intéressant, on retrouve les vives eaux, où la Terre et le Soleil tirent en même temps. La Lune et le Soleil tirent en même temps sur la Terre. Et puis les mortes eaux, où la Lune et le Soleil ont plutôt tendance à se contrarier. Donc il y a maintenant une marée dans les arbres. Voilà. Alors, il reste beaucoup de questions aussi, hein. On a fait beaucoup de progrès, mais il reste d'énormes questions. L'une qui me vient à l'esprit, c'est comment l'arbre utilise-t-il cette marée? Pour un biologiste, c'est impensable qu'un effet comme celui-là n'ait pas été utilisé par la biologie. Je suis prêt à parier que l'arbre tire parti de cette marée, mais pour l'instant, nous ne le savons pas. La question du génome aussi. Nous étions partis sur les arbres avec des idées zoocentriques. Le génome de l'arbre, il devait être comme le génome humain ou comme le génome des animaux, c'est-à-dire un génome du haut en bas de son organisation, comme moi j'ai un génome depuis la plante de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Ça veut dire que toutes mes cellules, sans aucune exception, ont la même information génétique. Puis on était parti aussi sur l'idée d'une stabilité temporelle du génome, c'est-à-dire que l'arbre qu'on a devant nous, il était censé avoir le même génome que la graine qui lui a donné naissance. De même que nous avons le génome que nous avions lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. Donc cette stabilité spatiale et temporelle, elle était considérée comme... À vrai dire, c'était même pas une question, on ne se posait pas la question, c'était comme ça. Les arbres étaient priés de se plier aux habitudes animales. Alors depuis qu'on travaille sur les canopées des forêts équatoriales, on a pu faire des prélèvements de différentes parties de la couronne d'un énorme arbre, et quand on fait l'analyse de l'ADN, on s'aperçoit que ce n'est pas le même. Il faut se rendre à l'évidence, et maintenant c'est une idée qui est à peu près admise partout, il y a plusieurs variantes du génome dans le même arbre. Ça, c'est un acquis scientifique dont on n'a pas encore fini de tirer parti. Et là aussi, il va falloir qu'on arrive à comprendre pourquoi la grande plante fait ça. Quel est l'avantage qu'elle a à faire ça? Ça va être le travail des années qui viennent. Mais les faits sont là maintenant. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a une capacité d'adaptation à des modifications climatiques, oui, d'environnement? Sans aucun doute, oui. Mais une curieuse capacité d'adaptation qui n'est pas non plus comparable à celle de l'animal ou de l'être humain. Mon sentiment, mais pour l'instant ça n'est qu'un sentiment, voilà, c'est pas une démonstration scientifique, c'est que la très grande durée de vie de l'arbre lui permet de traverser des époques climatiques différentes, des glaciations par exemple. S'il n'avait qu'un seul génome, il serait éliminé. Parce que le génome il est optimal pour certaines conditions climatiques, puis si ça change trop, ben, c'est pas possible. La réserve de variabilité que représente le polymorphisme génomique dans un arbre, on peut très bien le concevoir comme une possibilité pour l'arbre, devant un changement climatique, d'éliminer la quasi-totalité de sa structure et de mettre en avant, justement par coloniarité, des parties dont le génome sont mieux adaptées au nouvel environnement. Je pense que s'ils arrivent à vivre si longtemps, c'est aussi parce qu'ils sont capables de changer de génome. Là, le point clé, c'est l'immobilité. Un animal, qu'est-ce qu'il fait si le milieu ne lui convient plus? Ben, il a la ressource de retourner et chercher un endroit qui lui convient. L'arbre, il ne peut pas faire ça, étant donné qu'il est fixe, il ne peut pas bouger, il est donc obligé de se changer lui-même, ce qui suppose un changement génétique. On sait qu'il y a plus d'espèces dans les régions tropicales du monde que ici, aux latitudes moyennes. Et il y en a plus ici que dans les latitudes très élevées, à proximité des pôles. Les scientifiques se sont encore nombreux à se demander pourquoi il y a plus d'espèces
sous l'équateur? C'est pas évident, hein, c'est pas du tout une question simple. Une des réponses, c'est qu'il y a dans les régions équatoriales une formidable source d'espèces, animales et végétales, mais alors c'est quelque chose qui va très vite et qui est extrêmement productif. Eh bien cette source d'espèces, c'est là que je réponds à ta question, cette source d'espèces, c'est l'interface plante-animale. C'est ce qu'on appelle maintenant la coévolution. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui avait été pressenti par Darwin, apparemment, par Lamarck également, par Dobzhansky plus récemment, et puis c'est maintenant confirmé par les généticiens de l'école la plus en pointe. Ça fonctionne comme ça. Une plante, elle met en place des défenses biochimiques pour ne pas être mangée par l'animal. Ça marche un certain temps. L'animal lui fiche la paix. Et puis l'animal change de manière à devenir capable d'utiliser la plante malgré ses réserves biochimiques dissuasives. Et je vais prendre un cas plus concret. L'animal serait un papillon Heliconius et la plante serait une passiflore. La passiflore est toxique, donc l'Heliconius est obligé de se nourrir ailleurs. Et puis il trouve le moyen, malgré tout, de se nourrir sur cette plante à condition que l'animal se change lui-même d'une génération à l'autre. On est dans le domaine de l'évolution animale. Et non seulement il arrive à se nourrir de la plante, mais il tire parti de cette substance toxique qu'elle contient parce que ses chenilles deviennent toxiques. Et du coup, les oiseaux ne peuvent plus les manger. Et le papillon adulte qui sort, enfin qui va être produit finalement par cette chenille, il est lui-même toxique. De sorte que les animaux ne les mangent pas. Et pour que l'animal ne le mange pas, il ne suffit pas d'être toxique, parce que s'il est mangé, l'oiseau va mourir, mais ça ne l'avance pas beaucoup. Les animaux toxiques sont généralement admirablement beaux. C'est un signal. Ça veut dire « ne me mange pas », parce que sinon tu crèves. Alors, il y a donc, les Heliconius sont donc de magnifiques papillons, on le comprend comme ça. Alors ça va très loin, parce que des papillons de la même région, sans être toxiques, il suffit qu'ils prennent un peu l'allure de l'Heliconius pour être à l'abri des oiseaux. C'est ce qu'on appelle le mimétisme bathésien, et on voit proliférer, c'est en Amérique du Sud ce que je raconte là, on voit proliférer en Amérique du Sud tout un tas d'espèces nouvelles de papillons, qui ne sont pas toxiques du tout, mais qui simplement bénéficient d'une ressemblance avec l'Heliconius. Alors je reprends le côté végétal maintenant. Puisqu'on est arrivé à la manger, la plante, elle va être terriblement en danger. Il va falloir qu'elle se défende. Alors elle a plusieurs solutions. Elle peut mettre en place des substances toxiques nouvelles, encore plus toxiques on pourrait dire. Il y a des plantes qui font ça. Elles ont une autre solution très curieuse. On sait que les Heliconius reconnaissent la forme des feuilles. C'est un papillon qui a une mémoire visuelle remarquable, il sait que c'est la bonne plante parce qu'il connaît la forme des feuilles. Donc une autre solution, c'est de changer de forme de feuille. Mais si on change de forme de feuille, c'est qu'on change d'espèce. Bon voilà, je ne veux pas insister là-dessus, mais ce système de coévolution, qui est ce frottement interfacial entre les animaux et les plantes, c'est une source d'espèces. Et c'est la raison pour laquelle les régions équatoriales sont tellement riches en espèces. Dans les régions à hiver froid, l'évolution elle est guidée par des facteurs physiques. Le froid, la glace, le vent, la sécheresse, l'humidité, c'est des facteurs physiques tout ça. Comprenez que dans les régions équatoriales, il n'y a aucun de ces facteurs physiques. Les conditions sont toujours optimales pour la croissance de la plante et pour la vie de l'animal. Mais alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'évolution puisqu'il n'y a plus de contraintes physiques? Pas du tout. Les contraintes, parce qu'il faut des contraintes pour évoluer, les contraintes vont devenir des contraintes biologiques. C'est les contraintes qu'impose à chaque être vivant son environnement d'autres êtres vivants. Et ça, c'est un style d'évolution, donc c'est ce qu'on appelle maintenant la coévolution. C'est un style d'évolution qui va énormément plus vite que l'évolution darwinienne classique, celle qui a donné les grands groupes animaux et végétaux qui se sont succédés à la surface du globe. C'est une super évolution. C'est celle qu'on étudie en ce moment. On sait maintenant que les arbres communiquent entre eux, oui. Et c'est vrai que mon collègue Van Hoven, l'université de Pretoria, c'est ça? Pretoria, oui.
Il a été invité à Montpellier pour un colloque sur l'arbre, et il nous a stupéfaits avec cette histoire-là. Je la rappelle brièvement. Ça se passe en Afrique du Sud, dans des savanes herbacées, avec comme seul arbre des acacias, carou, acacia carou. Et alors, cet acacia, comme la plupart des légumineuses, sont extrêmement recherchées par les grands mammifères, que ce soit les girafes, ou que ce soit les koudous, les tragélophus, les grandes gazelles qui sont habituelles dans ces régions. Bon, donc la gazelle arrive, le koudou arrive, et elle commence à manger les feuilles de l'acacia. Et les gens le savaient depuis longtemps, et ils mangent très peu. Ils mangent très peu. Puis évidemment, il a encore faim, mais cet arbre-là, il le quitte. Et il va essayer sur un autre arbre. Il mange là aussi très peu. Pourquoi, à vrai dire? Si cet animal a tellement faim, il pourrait manger totalement cet acacia carou. C'est ce que je fais moi avec un beefsteak, tout simplement. J'en laisse pas la moitié. Ça a été un des points de départ du travail de Van Hoven. Et un autre point de départ, c'est que il lui a été signalé des koudous morts dans la savane. Il a fait l'analyse de ces koudous. De quoi sont-ils morts? Ils sont morts de faim. Ils sont complètement squelettiques. Mais c'est d'autant plus curieux qu'ils ont l'estomac totalement plein. Des animaux qui viennent de se remplir la panse de feuilles d'acacia carou, mais ils sont morts de faim. Bon, bref, il y avait la matière, un très beau travail de recherche de l'université de Pretoria. Alors, sa première remarque, c'est que quand le koudou, après avoir mangé, quitte l'acacia pour chercher un autre acacia, il ne va pas n'importe où, il remonte le vent. Ça a été, je crois, le point de départ de la découverte. S'il remonte le vent, c'est probablement parce que s'il descendait, il trouverait des acacias qui ne lui conviennent pas. Alors, l'analyse chimique a été très vite faite. En remontant le vent, on trouve des acacias normaux, qui sont donc convenables comme nourriture. Si on descend le vent, on trouve des acacias hyper astringents. Et on peut montrer d'ailleurs que l'acacia qu'il vient de quitter, ce koudou, est hyper astringent. En quelques secondes, l'acacia devient non comestible. C'est pour ça qu'il ne prend que quelques bouchées dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces quelques bouchées, ce traumatisme que représente la prédation par le koudou, ça met en place des mécanismes biochimiques assez simples d'ailleurs, et ça se traduit par une sécrétion d'éthylène, un gaz qui donc descend le vent, et les acacias carou qui sont sous le vent, eh bien, ils sont prévenus et ils deviennent astringents. Et c'est pour ça que, pour trouver de la nourriture valable, le koudou est obligé de remonter le vent. Les arbres communiquent entre eux. On sait maintenant que cette communication ne se fait pas uniquement au sein de la même espèce. L'acacia carou est capable d'avertir des arbres qui ne sont pas des acacias carou. C'est là qu'il apparaît une espèce de société des arbres. Et c'est un des plus beaux et des plus anciens exemples de communication interarbre indiscutable. Or, on peut expérimenter là-dessus. On peut remplacer, c'est ce qu'a fait Van Hoven, il a remplacé le koudou par des étudiants à lui, qui ont été chargés, ils étaient armés de ceintures, et ils ont frappé l'arbre comme ça, donc causant des traumatismes. Donc il y a eu également l'émission d'éthylène, et les arbres sous le vent étaient devenus impropres à la consommation. L'arbre, en plus, prévient l'animal du danger. Ouais, c'est très étonnant. Effectivement, on a l'impression que l'acacia carou ne veut pas se débarrasser définitivement du koudou. L'acacia tolère une petite prédation, mais il ne tolère pas que cette prédation dépasse certaines limites. À ce moment-là, il ne le tue pas, mais il le dissuade par un goût astringent qui n'est pas bon. Alors, les koudous morts dont je parlais, c'est simplement lié à la très mauvaise habitude. Enfin, mauvais, pas prendre parti, mais c'est vrai qu'on met des barbelés dans la savane, là, comme ailleurs, et il y a des grands ranchs pour les élevages. Alors, le koudou ne peut pas remonter le vent, puisqu'il se heurte à des clôtures. Donc, il est obligé de se nourrir avec de l'acacia hyper astringent. C'est pas bon, mais enfin, quand on n'a pas le choix, il est bien obligé de se nourrir comme ça. C'est fallacieux parce qu'il ne peut pas digérer. Le caractère astringent, c'est un polyphénol ultra
condensé, ultra polymérisé, du groupe des tannins. Et quand on a trop de tannins dans l'estomac, ben, on ne peut pas digérer. C'est pour ça qu'il meurt de faim avec l'estomac plein. Mais c'est amusant de voir que la plante tolère son adversaire. Il ne s'agit pas de le tuer, il s'agit simplement de le dissuader. Je trouve ça intéressant. Comme si, bon, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais il y a une exigence de biodiversité et il importe pour chacun des partenaires que la biodiversité reste intacte. Je me rappelle ça comme un choc. J'étais furieux de cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les années 60, je crois. Il y a eu un mouvement. On voulait arrêter l'exploitation de l'ivoire animal, parce que c'était évidemment tuer ces pauvres éléphants. Et on nous présentait comme une victoire écologique qu'à la place, on allait utiliser l'ivoire végétal. Je me suis dit, c'est bien gentil, mais les arbres qui produisent l'ivoire, qui sont des petits palmiers amazoniens, ils sont tout aussi précieux que les éléphants. Ils sont encore plus menacés, puisque c'était des forêts du pied des Andes qui ont disparu depuis, hélas. Et puis, pourquoi faut-il qu'automatiquement on préfère taper dans la ressource végétale plutôt que dans la ressource animale? Je n'en vois pas de fondement. Je ne vois pas de fondement objectif à cette préférence. Il faut savoir que nous pourrions nous passer des animaux, mais nous ne pourrions pas nous passer des plantes, nous ne pourrions pas survivre plus d'une semaine maximum s'il n'existait pas de plantes. Alors j'ai rien contre les éléphants, bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait détruire les peuplements de palmiers qui donnent l'ivoire. D'autant plus que cet ivoire, c'est l'intérieur de la graine, donc si on utilise l'ivoire, c'est fini pour la reproduction de ces arbres-là. Le seul adversaire de la forêt, c'est l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. J'ai dit ça récemment à un colloque à Roisey sur la tempête de 99. Les gens ont poussé des cris. Ils m'ont dit, mais il est évident qu'il y a un autre adversaire de notre forêt de Roisey, c'est le vent. Ça, il est vrai que ça a cassé 90% de leur forêt. Mais j'ai dit non, pas du tout. C'est qu'encore une fois, vous êtes dans un temps animal. Mais si vous adoptiez le temps de l'arbre, vous verrez que ce n'est pas un adversaire, ce coup de vent. C'est au contraire un extraordinaire allié. Est-ce qu'un arbre casse le jour de cette nuit de décembre 99? Est-ce qu'il y a un arbre qui est cassé? C'est que ses fibres n'étaient pas assez solides, n'étaient pas assez longues. Est-ce qu'un arbre a été ce jour-là déraciné? C'est que son système racinaire n'est pas bon, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette tempête? Elle a sélectionné les arbres qui étaient bons, ceux dont les fibres étaient solides, et ceux dont le système racinaire était suffisamment puissant, ceux dont les rameaux étaient suffisamment souples. Il reste seulement ceux-là. Et alors, l'avenir est à nous. C'est ceux-là qui vont se croiser. Et dans la suite, dans la descendance, eh bien, il n'y aura plus que des arbres. Enfin, il y aura une plus forte probabilité pour qu'il y ait plus d'arbres à fibres longues et solides, à enracinement puissant et à rameaux souples, à condition d'abandonner le temps animal et humain et d'adopter le temps de l'arbre. On voit que c'est un formidable allié, ce coup de vent. Bon, ça ne les a pas convaincus, hein, parce qu'ils avaient perdu leurs beaux arbres autour de chez eux. C'est pas très gentil de dire aux gens que finalement c'était bénéfique. Je m'en rends compte. Mais encore une fois, c'est un conflit entre le temps animal et le temps végétal, ça. Et je serais tenté de distinguer deux sortes de connaissances. Celle des scientifiques, que je représente un peu ici, mais celle des gens, tout simplement, des gens de ma ville, des gens que je fréquente dans le quotidien. Alors là, c'est atterrant, parce que les arbres ne sont pas censés être des êtres vivants. On me dit, mais pourquoi seraient-ils vivants? Ils ne bougent pas, ils ne font pas de bruit. On voit bien qu'ils ne sont pas vivants. Je me rappelle oh, c'était drôle ça, c'est le responsable de l'environnement à Total en Bolivie. Un matin, on était en forêt, bassin amazonien bolivien, et je mets une corde entre deux arbres pour faire sécher mon pantalon. Il me dit, attention, les arbres poussent vite ici, donc ta corde elle va monter. Dépêche-toi de décrocher ton pantalon, parce que sinon,
Bon, et je me dis, c'est incroyable qu'un responsable de l'environnement, il croit qu'un arbre, ça sort du sol, comme dans les dessins animés de Tintin, quand on était gamin. Ce gars, il a jamais regardé comment pousse un arbre. Tu vois, le gars, il croit que tu plantes un clou et que le clou va monter. Alors je me dis que c'est vrai que les scientifiques ont fait des progrès dans la connaissance de l'arbre, mais il serait temps que le grand public en fasse aussi. Bon, il y a des gens qui connaissent bien les arbres, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a une espèce d'inculture. L'arbre dont vous parlez dans le film, dont on ignore le nom, qui est simplement une sorte de mobilier urbain, ça, je trouve ça trop triste. Il faut vraiment, il y a un vrai mouvement d'opinion à réaliser là-dessus. Les gens sont beaucoup plus compétents en matière d'animal. Même un enfant, tu lui mets un animal sous le nez, il te dit ça c'est un insecte, ou c'est un poisson, ou c'est un oiseau, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que va dire l'enfant devant une plante? Il va dire que c'est une plante, c'est tout. Donc il n'y a pas la moindre finesse, il n'y a pas la moindre tentative pour pénétrer dans la véritable nature des choses. La plante, dans le fond, on s'en fout. On s'en fout globalement, notre civilisation s'en fout. C'est l'altérité totale, et donc on n'a pas lieu de s'y intéresser. J'ai le sentiment extrêmement fort depuis très très longtemps que le langage scientifique ne suffit pas pour rendre compte de la réalité. Moi, en tant que scientifique, j'utilise le langage scientifique, c'est bien normal. Et à chaque moment, je me dis, bon, c'est la limite ça, on ne peut pas dire plus que ça. Et alors, qui est-ce qui a le langage supplémentaire, celui avec lequel on peut aller plus loin et dire plus de choses que les scientifiques ne peuvent même pas exprimer? C'est la poésie, c'est la littérature. J'ai été extrêmement frappé par le dialogue avec l'arbre de Paul Valéry. Quand il dit « la plante fait voir son temps », j'ai mis des années et des années à comprendre ce que ça voulait dire. Mais maintenant, je trouve ça génial. La plante fait voir son temps. C'est vrai que dans le développement animal, les stades antérieurs sont éliminés. C'est-à-dire, il n'y a plus rien en toi de l'enfant que tu étais. Pas tout à fait rien. Il y a peut-être quelques cellules du cerveau. Encore que même ça, c'est remis en cause. Mais sinon, notre structure enfantine, elle a disparu. Tandis que dans l'arbre, si je prends une hache, je peux fendre l'arbre et trouver au centre, en bas, le jeune arbre. Donc un arbre, c'est un empilement de stades successifs. Et c'est en cela que l'arbre fait voir son temps. L'arbre, c'est une espèce d'intégration de tout le temps qui s'est écoulé pendant toute sa croissance. Parce que Paul Valéry l'avait compris. Visiblement, il est plus connu pour son goût pour les mathématiques, mais évidemment, il avait compris l'arbre, alors que nous autres, c'est tout récent, ces choses-là. Francis Ponge, par exemple. Bon, on est presque voisins, Francis Ponge et moi, donc je l'aime beaucoup. Quand il dit l'animal c'est l'oral, la plante c'est l'écrit. Je trouve qu'il a tout compris, voilà. C'est superbe, ça j'admire vraiment beaucoup, cette espèce de fulgurance du poète qui voit ce que les pauvres scientifiques besogneux, ils vont comprendre très longtemps après. L'arbre, c'est terriblement poétique, hein. Un traité sur la poésie de l'arbre, ça ne manquerait pas d'intérêt, je pense qu'il y en existe déjà quelques-uns. Vous avez certainement compris que l'arbre ne me laisse pas indifférent et que je lui voue une admiration sans borne. Il me semble réellement que dans notre époque, c'est un modèle d'existence qui est à prendre en considération. Il est silencieux, il est discret, il est d'une incontestable utilité, il est d'une très grande beauté et il est d'une complète non-violence. J'ai l'impression que l'être humain devrait s'en inspirer, spécialement en ce moment.